Je me présente, Maître Georges-David Benayoun, avocat au barreau de Paris, spécialisé en fiscalité. Et donc, aujourd'hui, on a décidé de vous parler, nous trois, des implications fiscales de la détention de biens immobiliers en France et en Israël. Alors, pourquoi vous parlez de ce sujet-là? C'est volontairement un sujet croisé parce qu'on va regarder sous l'angle du résident fiscal israélien et sous l'angle du résident fiscal français. Alors, on va préalablement, et on sera tous les trois, je pense, d'accord, expliquer que on va rester dans un angle purement légal, parce qu'aujourd'hui, la fiscalité, notamment la fiscalité internationale, a beaucoup évolué par rapport à ce qui se faisait, ne serait-ce il y a quelques années. C'est-à-dire que quelqu'un qui héritait d'un bien immobilier en Israël ou en France ne donnait pas obligatoirement l'information. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Ça n'existe plus parce que il y a tellement d'interactions, et les interactions, c'est des interactions avec des bases de données et des informations automatiques échangées entre les États, que c'est illusoire de pouvoir dire j'ai un bien dans un pays, mais je réside dans un autre et ce pays ne va pas être informé. Donc, c'est toujours le sujet. Et on va en parler, hein, puisque l'idée, on va aussi bien parler de l'imposition sur le revenu que sur le patrimoine et donc de la transmission et des successions. Euh, Typiquement, les personnes viennent me voir et me disent, bon, est-ce que je dois déclarer mes loyers? Et de l'autre côté, on va voir que chez Dre Dre ou Natco, c'est toujours le même sujet. Déclarer mes loyers, est-ce que je vais déclarer mon bien que j'ai en Israël? Le problème, c'est que de toutes les manières, celui qui déclare pas aujourd'hui, il peut plus percevoir de loyer, sauf à le Tout à faire en fait. espèces, et que on se rend compte tous les trois que ceux qui proposent ce modèle, c'est plutôt un peu d'escroquerie parce qu'on a jamais le bon montant de loyer, et que c'est pas vivable, et que on peut pas profiter d'un bien, et qu'en cas de succession, ça devient un handicap. Mais un handicap, c'est la moindre des choses et ce qu'on pourrait expliquer, c'est même aujourd'hui poursuivi. Donc moi, j'ai des demandes d'informations de l'administration fiscale sur des clients qui, au départ, ceux qui les ont reçus, me disaient, mais je suis protégé, je vais avoir tel ou tel, j'ai plus tel ou tel sujet. Donc voilà. Donc, on va commencer et c'est pour ça que j'ai expliqué, ça va être un recroisé à trois sur Israël et la France. Alors moi, je vais à chaque fois commencer par la France parce que le point commun quand même de toutes les personnes qui nous écoutent, c'est que soit ils sont résidents fiscaux français, soit ils sont anciens résidents fiscaux français. Donc l'idée, c'est qu'on va avoir à chaque fois la règle côté français et la règle côté israélien. Alors, Tout à le fait. b.a.-ba, quand on parle de sujet des implications de détention de biens immobiliers, et ce qui implique, c'est la résidence fiscale. Donc, côté français, on va voir, vous interviendrez côté israélien, il y a un Mhm. élément essentiel. La résidence fiscale, basiquement, c'est celui qui déclare ses impôts en France sur une base mondiale. C'est-à-dire que si vous avez un bien en Israël, mais que vous vivez en France et que vous déclarez vos impôts, donc c'est vrai, les critères, on va les rappeler rapidement, mais on va même pas entrer dans ces. C'est dire, je déclare mes impôts dans un pays. Donc, j'ai mon foyer d'habitation, mon centre des intérêts économiques et ma durée de séjour en France. Et donc, à partir de là, je déclare mes impôts au centre des impôts d'où j'habite et je dois être imposé sur mon revenu mondial. C'est la définition française. Revenu mondial, patrimoine mondial. C'est quoi? C'est je déclare mes revenus dans le monde entier. Alors, les déclarer, ça ne veut pas dire être imposé. On va en parler après. Et puis, je déclare mon patrimoine. Et mon patrimoine, c'est aussi bien l'IFI qu'avant l'ISF ou mes droits de succession. Donc ça, c'est côté français. Je vous laisse, je ne sais pas qui va prendre la Ouais. parole pour expliquer côté D'ailleurs, israélien la règle de base avant qu'on déroule sur les loyers, toutes ces choses-là. moi, juste deux petits points, justement pour rebondir à ce que t'as dit, Oui, Georges. Déclarer ne veut pas forcément dire être imposé. C'est très important aussi pour les Israéliens qui comprennent que bien qu'il n'y ait pas l'IFI en Israël, ils ont essayé de faire passer l'impôt sur enfin, l'IFI, l'impôt sur les successions, etc. Pendant des années,
Ça n'est jamais passé. Donc, par rapport à Israël, ce qui est très important, c'est de déclarer ce qu'on a dans le monde une fois qu'on finit nos 10 ans d'exonération. Même si on n'est pas imposé dessus et même si on n'a pas d'IFI là-dessus, parce que très souvent, les personnes se disent, bon, je suis pas imposé, donc j'ai pas besoin de déclarer. Donc ça, c'est pour ça, c'est vraiment pour rebondir sur ta phrase, déclarer ne veut pas forcément dire être imposé. Nathaniel va vous donner les montants vraiment à partir desquels il faut commencer à déclarer. Et le deuxième point par rapport à ce que tu as dit sur la résidence fiscale, c'est très important de comprendre qu'en Israël, à partir du moment où on a fait la LIA et on a une théoudat olé, eux, ils s'en fichent si on s'est déconnecté de France ou si on ne s'est pas déconnecté de France. Pour eux, ils prennent la base de la date qui est inscrite sur la théoudat olé et 10 ans après, vous êtes contribuable israélien. Ils n'ont pas vérifié si vous avez bien fait en France. Et le problème de beaucoup de personnes, c'est qu'ils font tout en règle par rapport à Israël. Ils sont 183 jours, ils ont le centre de vie, ils déclarent, etc., mais ils n'ont pas quitté comme ils font en France. Et c'est pour ça que c'est toujours bien d'ailleurs dans ces webinaires que c'est Georges qui commence à parler, parce que c'est très important. N'oubliez pas que le pays par défaut dans lequel vous étiez, c'était la France. C'est pas Israël. Israël, vous êtes un nouveau contribuable, ils sont très contents. La France, vous partez, etc. Donc c'est pour ça que ces deux petits points, c'était important pour moi de les relever. Nathaniel. Tout à fait. Et je rajoute une. Est-ce que c'est bon le micro? Ouais, super. Je rajoute une troisième chose, c'est que en fait, le principe en Israël, et notamment sur la partie immobilière, c'est que en Israël, peu importe de quel pays vous êtes résident fiscal, à partir du moment où vous avez un bien immobilier qui génère des revenus en Israël, alors ça peut être des revenus long terme, ça peut être des revenus Airbnb, à partir du moment où le bien est situé géographiquement en Israël, il y a un droit d'imposition alors prioritaire et vis-à-vis de la France exclusif. Après, on va expliquer ce que ça veut dire. Mais il y a un droit d'imposition prioritaire en Israël sur les loyers. Donc, les loyers que vous percevez en Israël sont imposables en Israël, peu importe si vous êtes résident fiscal israélien ou français. Et je précise vis-à-vis de la France, parce que là, on s'adresse à un public qui est principalement lié avec la France et attaché avec la France, euh, c'est que techniquement, vous allez avoir une imposition exclusive sur le lieu où se situe géographiquement le bien. C'est-à-dire que si vous avez un bien immobilier qui est loué, qui est en Israël et qui est loué, on va être obligé de déclarer en Israël les revenus de cet appartement et en France, ces revenus vont être intégralement exonérés. On va ensuite expliquer comment le déclarer. Georges nous fera l'explication, on va dire un petit peu technique, et on donnera aussi un petit conseil sur la façon de déclarer ses revenus en Israël, ses revenus fonciers en Israël, et aussi si vous êtes encore résident fiscal français, comment utiliser les avantages de la déclaration en Israël sans toutefois être pénalisé vis-à-vis de la France. Donc voilà, ça c'est les plusieurs points qu'on va aborder. Et d'autres points également, c'est que je sais que le sujet c'est la déclaration des biens immobiliers à l'étranger, mais on fera également une petite parenthèse de 5 minutes pour expliquer quel est comment dire l'angle de visu en Israël sur tous les biens que vous détenez à l'étranger, pas forcément les biens immobiliers. On va parler très rapidement de crypto, on va parler de portefeuille financier, on va parler d'assurance vie, on va parler de déclaration de patrimoine préventive. Voilà, très, très rapidement, mais on viendra à la fin. Le sujet, ça reste évidemment les biens immobiliers, c'est le sujet du webinaire. Mais puisqu'en Israël, il n'y a pas d'IFI, il n'y a pas d'ISF, il n'y a pas d'impôt sur la succession, on va quand même apporter quelques précisions sur ce qui, oui, existe en Israël. Donc, Georges, je te laisse dérouler sur la partie française On éventuellement. va commencer notre première partie sur les revenus immobiliers. Volontairement, je n'utilise pas le terme revenu foncier, parce que vous allez voir que le revenu foncier, on rentre déjà dans une catégorie. Alors, on va prendre deux cas. On va commencer par le plus facile, hein. C'est-à-dire que vous êtes résident fiscal israélien, vous avez fait votre alia, et puis vous continuez à percevoir des revenus immobiliers de France, directement ou indirectement. Alors, on ne va pas parler structure impôt-société, parce que ça, c'est relativement plus complexe, mais le basique, c'est j'ai un bien que je donne en location, soit de calcul de l'imposition sont les mêmes que l'on soit résident fiscal français ou non résident fiscal français. C'est-à-dire que moi, quand je demande à mes clients résidents fiscaux israéliens de m'envoyer les informations sur leurs biens immobiliers, ce sont les mêmes informations que je demande à mes clients résidents fiscaux français. On va faire une déclaration et on arrive au même résultat. On va avoir un revenu imposable, selon qu'il soit, soyez en meublé ou en non meublé. Ce revenu imposable,
je vais l'imposer en France. Alors là, c'est une nouveauté. Comme vous êtes non-résident, vous êtes imposé dès le premier euro à 20%, plus les contributions sociales, ce qui vous fait 37,2%. Et quand vous allez dépasser les 26 et quelques mille euros de revenus, là on parle du foncier, vous serez à 47,2%. Donc, En fait, vous c'est 30 avez et, fait 30 et 17,2, hein, c'est ça. 30 et 17,2, voilà. Donc, vous avez fait votre alia, vous avez des biens immobiliers en France, l'imposition, on va le voir tout à l'heure, c'est différent en Israël, l'imposition est réservée à la France. C'est souvent le cas, et c'est logique, sauf si vous vivez au Qatar ou en Arabie Saoudite, aux Émirats Arabes Unis, ce sont les seuls qui ne payent pas de loyer sur les biens détenus en France, ce qui explique qu'ils aient aujourd'hui la moitié des Champs-Élysées, de l'avenue Georges V et des beaux quartiers. Mais vous vivez en Israël, donc vous aurez un impôt à payer. Là, on est dans le cas où vous êtes donc résident fiscaux israélien et vous avez des loyers français. Je vais maintenant envisager le deuxième cas. Vous êtes résident fiscaux français et vous avez des loyers israéliens. Alors, euh, peut-être, je vais vous donner la parole pour expliquer les deux méthodes selon le forfait ou pas, et puis après, je vais vous expliquer comment je traduis ça. Mais je vais déjà expliquer une chose. Alors, je suis un peu malhonnête, hein, parce que je joue quelquefois avec mes clients, parce que tous mes clients viennent et m'appellent et me disent, ouais, j'ai des revenus israéliens, mais je les ai déclarés en Israël, super. Et je leur dis, dommage. Parce que même si dans certains cas, vous n'avez rien à payer, vous avez l'obligation de les déclarer en France. Donc, je vous donne la parole pour expliquer comment sont imposés les loyers. Alors, je rebondis sur la première chose que tu as dit au tout début de l'entretien, c'est qu'on va rester dans le cadre légal pour le moment et on va s'adresser uniquement à un public où la France a connaissance de leurs biens immobiliers en Israël. Juste une petite parenthèse, c'est pas parce que le bien n'est pas déclaré en France que vous ne devez pas déclarer vos revenus en Israël. Ah, t'as Israël raison. a un droit d'imposition exclusif, que le bien soit déclaré en France ou non. Voilà. Avant, c'était un peu le sport national d'acheter des biens et pas forcément de les déclarer en France. Si vous êtes dans cette situation-là, et on termine la parenthèse sur ça, vous devez tout de même déclarer vos revenus en Israël. Ensuite, petite parenthèse fermée. À partir du moment où on a des revenus, donc on va reprendre le terme de Georges, des revenus immobiliers qui sont donc générés via des biens immobiliers qui sont situés en Israël, on a typiquement un premier exercice à faire, c'est de définir si c'est des revenus qui sont de la location résidentielle classique, ou bien si c'est des revenus qui vont être générés à partir d'une activité commerciale. Activité commerciale, c'est-à-dire Airbnb, Booking, ce qu'on appelle du court terme. Euh, Si on est sur du revenu immobilier classique, donc la location pour 12 mois, meublé ou pas meublé, il n'y a pas de nuance en Israël. Donc on va dire que vous avez un appartement à Tel Aviv, que vous louez 10 000 shekels par mois. Voilà, c'est un exemple. Cet appartement-là, donc à l'année, il vous rapporte 120 000 shekels sur une année complète. Eh bien, ces 120 000 shekels, vous avez deux options pour les déclarer en Israël. La première option, c'est que vous allez tout bêtement prendre 10% du montant de l'impôt qui a été, du montant des loyers qui ont été reçus. Donc 120 000 fois 10%, ça fait 12 000. Vous allez jusqu'au 31 janvier, on est aujourd'hui le 24, donc il vous reste une petite semaine. Vous allez jusqu'au 31 janvier de l'année suivante, vous allez dans un bureau de poste ou bien vous appelez un comptable et vous payez 10% bêtement sur, et je dis bêtement parce que vous allez voir après, vous payez 10% sur les loyers que vous avez encaissés l'année précédente. Ça, c'est la première option, c'est la plus connue, on va dire, et à tort, parce qu'il y a une deuxième option qui est beaucoup plus intéressante. La Alors, deuxième je option, reviens et tu as raison, c'est à tort. à tort. Deuxième option, qui est ce qu'on appelle l'imposition au forfait réel. Alors là, les connaisseurs du système fiscal français vont apprécier, Alors, parce qu'en Israël, attends, oui, je vais t'interrompre parce que je vais expliquer pourquoi à tort, parce que j'ai une traduction moi en France, ce qui va permettre après de décrire la deuxième imposition. Parce que moi, côté français, lorsque j'ai quelqu'un qui déclare 10%, contrairement à l'autre méthode, j'ai l'obligation, alors d'abord, j'ai l'obligation de déclarer les revenus de source étrangère sur une déclaration qu'on appelle déclaration des revenus de source étrangère. Et surtout, ça va me donner immédiatement une imposition aux contributions sociales. Donc, quand vous êtes sur cette première méthode, vous payez 10% en France, c'est 10% en Israël et 17,2% en France.
Alors, 27,2, honnêtement, quand je vois le taux d'imposition de temps résidents fiscaux français qui dépasse les 50%, c'est super. Mais là, on va vous expliquer qu'il y a une deuxième méthode. Voilà, donc la deuxième méthode. Merci Georges, parce que tu viens de m'apprendre que selon ce premier système, il y avait des cotisations sociales à payer en France. Donc merci, je ne le savais pas. Pourtant, ça fait pas mal d'années que je m'en occupe. La deuxième méthode, c'est le système de déclaration au forfait réel. Le forfait réel, c'est quoi? C'est qu'en fait, on va prendre le montant total de vos loyers encaissés. Donc pour reprendre notre exemple, c'est 120 000 shekels. Mais on va en face faire appliquer certaines déductions et dépenses déductibles. Les dépenses déductibles, on commence par la partie la plus simple, ça va être tout ce qui est classique, les réparations, l'entretien, si vous avez un gestionnaire, si vous avez un avocat, si vous avez un agent immobilier, vous avez une climatisation qui a fui, le robinet de la douche qui marche pas, voilà, vous allez, vous faites des petites réparations, des petits travaux, vous refaites un coup de peinture, ou bien des frais qui sont un peu moins courants, mais on va dire qu'entre deux locataires, vous avez 3 mois qui sont vides. Eh bien, pendant ces 3 mois-là, c'est vous qui avez payé la Arnonade, donc les taxes municipales, c'est vous qui avez payé l'électricité, l'eau, etc. Toutes ces charges-là sont des charges d'exploitation directes que l'on va pouvoir déduire de vos loyers. Ça, c'est la première partie sur ce qu'on appelle les charges directes. Ensuite, on va avoir, si vous avez un crédit bancaire, alors que ce soit en France ou en Israël, peu importe, si le crédit bancaire il est lié à l'appartement et que vous n'avez pas déduit ces intérêts contre un autre revenu potentiel dans le monde, eh bien, c'est les intérêts que vous allez payer ou que vous avez payés dans l'année écoulée vont être totalement déductibles en Israël sur vos revenus. Ce qui veut dire que aujourd'hui, avec des taux qui ont explosé en 2023 et une indexation très forte, vous avez forcément, si vous avez un crédit, eu une explosion sur vos remboursements mensuels. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que les intérêts que vous avez payés dans votre crédit sont intégralement déductibles. Et la troisième option, et là, les amateurs de revenus immobiliers en France vont apprécier, c'est qu'en Israël, même un particulier, même s'il n'est pas en SCI à l'IS et même s'il n'est pas en location meublée, etc., etc., il a la possibilité de reconnaître une dépréciation de l'immeuble. C'est un forfait de 2,7% par an que l'on va pouvoir appliquer sur le prix d'achat historique du bien. Donc, pour ce qu'on appelle le prix d'achat historique, ça va être évidemment le prix d'achat du bien. Si vous avez acheté d'un promoteur et que vous avez payé des coûts d'indexation, on va rajouter les coûts d'indexation. Si vous avez payé une taxe d'acquisition lors de l'achat du bien, on va rajouter la taxe d'acquisition. On va rajouter les frais de l'avocat, on va rajouter les frais du notaire, on va rajouter les frais éventuellement de l'expert si vous avez pris un crédit, les frais de l'agent immobilier. Tous ces frais-là qui étaient liés initialement à l'acquisition du bien, on va reconstituer le prix d'achat initial et sur ce prix-là, on va pouvoir reconnaître pendant 25 ans 2,7% de la valeur d'achat. Quand on sait que les revenus aujourd'hui israéliens sont la rentabilité sur des revenus israéliens aujourd'hui, c'est à peu près entre 2,5 et 3%. Il faut savoir que la dépréciation, c'est un thème ça? Ok. Il faut savoir que la dépréciation sera donc reconnue entre déjà 2,7%, c'est-à-dire qu'on va déjà absorber la grosse majorité de la rentabilité locative de l'appartement uniquement avec les dépréciations. Si vous avez en plus de ça un crédit, si vous avez en plus de ça des dépenses directes, un gestionnaire, un avocat, peu importe, vous comprenez que c'est impossible pour tout bien qui a été acheté, on va dire, dans les conditions du marché depuis 2010 et après 2010, c'est quasiment impossible de devoir payer de l'impôt en Israël. Et dernier point, quand bien même les loyers dépassent toutes les déductions que vous avez, si vous êtes résident fiscal israélien, eh bien sachez que les 80 000 premiers shekels de bénéfices ne sont pas imposables. Les 80 000 premiers shekels, je répète, si vous avez un bénéfice qui dépasse, donc vos loyers dépassent à hauteur jusqu'à 80 000 shekels, toutes les dépenses que l'on a énumérées juste avant, eh bien, vous n'êtes pas imposable à condition d'avoir plus de 60 ans. Si vous avez moins de 60 ans, c'est à peu près aux alentours de 40 000 shekels. Voilà pour vous donner sur un pied le système fiscal et le système de déduction israélien. Une petite précision aussi, Nathaniel, c'est que en Israël, et d'ailleurs c'est nouveau là depuis 2024, le ptor, c'est-à-dire il y a aussi un plafond jusqu'auquel on n'a pas besoin de payer en Israël. Le ptor en Israël, juste pour vous donner comme information, cette année c'est 5 635 shekels, si je ne me trompe pas, autour de 5 700 shekels. 5 654, merci. Et il y a une deuxième nouveauté, c'est que si jamais vous avez un appartement que vous avez mis en location, mais que vous, de votre côté, vous louez un appartement, c'est-à-dire que vous ne vivez pas dans l'appartement que vous avez, eh ben, jusqu'à 7 500 shekels, vous avez également une exonération. Je vous donne un exemple. Vous louez votre appartement à 6 000 shekels, vous louez de quelqu'un d'autre un appartement à 7 000 shekels, on n'a pas besoin de payer de l'impôt dessus.
Ça, c'est les deux précisions concernant 2024 dans les nouvelles réformes qui viennent de sortir cette année. Alors attention, précision sur cette dernière réforme. D'abord, cette réforme, elle n'est applicable que sur les revenus de 2023 et ensuite. Et deuxième chose, c'est conditionné au fait d'avoir un seul appartement en Israël. Si vous avez 2 appartements qui sont loués et vous allez louer votre propre appartement, vous ne pouvez pas utiliser ce système-là. On sera obligé de choisir le 10% ou le réel. Et aussi, ce qui est très important, juste pour compléter, c'est lorsqu'on dit qu'on a un ptor en Israël, c'est-à-dire une exonération, un plafond qui est de 5 654 shekels, si vous avez 2 appartements de 3 000 shekels chacun, c'est-à-dire que vous les louez à 3 000 shekels chacun, on voit l'ensemble, la totalité de vos revenus locatifs. On ne dit pas 3 000, c'est moins que 5 000, c'est bon. 3 000, c'est bon. Si on a 2 000, 2 000, 2 000, ça y est, on est passé au stade où on doit commencer à déclarer. Ça, c'est très important parce que beaucoup de personnes font cette erreur en pensant qu'ils sont sous le plafond sur chaque appartement qu'ils ont mis en location. Il faut voir la totalité de vos revenus locatifs. Alors, Et dernière chose, et Georges, j'aimerais que tu l'expliques toi, c'est que si nous, en Israël, on arrive à un résultat où il n'y a pas d'impôt, il est recommandé parfois, si vous êtes quand même résident fiscal israélien, résident fiscal français, pardon, il est quand même recommandé de laisser un tout petit bénéfice imposable pour avoir un paiement d'impôt. Ça peut être 50 shekels hein, dans l'année, on s'en fout, mais c'est important à ce qu'il y ait un paiement d'impôt effectif en Israël. Mais Georges, si tu peux détailler là-dessus. oui, parce que dans le cadre pour pouvoir bénéficier du crédit, il faut payer un impôt. Donc, c'est vrai que l'exonération ou l'abattement nous gêne. Donc, moi, je fais l'arbitrage chez mes clients lorsqu'on reçoit les éléments. Alors, sans qu'ils le sachent obligatoirement, Natco et Dre, je dois avoir une vingtaine de clients qui sont chez eux, donc j'arbitre sans qu'ils le sachent. Par contre, moi, j'ai des observations à faire par rapport à ce que vous avez dit. Et ça, c'est extrêmement important lorsqu'on est résident fiscal français, de comprendre que ce qui vient d'être dit, c'est une réglementation israélienne, mais que la réglementation française peut être amenée à changer. Je m'explique. J'ai eu quelqu'un l'an dernier qui est venu me consulter et qui faisait une déclaration, pas au forfait, hein, donc au réel. Bon, il se passe qu'il est venu me consulter après avoir répondu à l'administration fiscale. Et l'administration fiscale lui a dit, je ne comprends pas, vous avez des revenus israéliens. Il a dit oui, mais je n'ai rien à payer en France parce que en Israël, je paye. Je suis selon le régime du réel avec l'amortissement. Et puis, il est rentré dans le détail. Et puis, ça lui a valu un redressement de 30 000 euros. Pourquoi? Parce qu'en Israël, ce deuxième mécanisme s'applique aussi que l'on soit sur de la location meublée que de la location nue. Sauf que la réglementation du pays, nous, on doit le reprendre et éventuellement la retraiter. C'est-à-dire que un Français qui loue un bien en Israël ne peut bénéficier de ce mécanisme que si son bien est loué meublé. Lorsque son bien est loué nu, obligatoirement, il doit passer au forfait au regard de notre analyse à nous. Parce que qu'est-ce que dit la loi française? Elle dit les revenus de source étrangère sont imposés selon les règles du pays, en France, mais à partir du moment où celles-ci respectent les règles françaises. Donc, c'est là où vous allez vous dire, ouh là là, ça commence à être un peu compliqué. Non, de toute façon, c'est plutôt simple. Moi, je dis à mes clients en Israël, vous voulez optimiser, vous me faites que de la location meublée. Et je viens de voir passer une des questions. Si vous êtes au forfait, eh ben, vous pouvez passer d'une allée sur l'autre au régime du réel. Et c'est Alors, ce que je conseille. sur ce point-là, juste, c'est important que tu saches, Georges, c'est qu'on peut également revenir en arrière sur les 6 dernières années. Une personne qui a l'habitude de payer historiquement le forfait à 10%, on a la possibilité, nous, en tant qu'experts comptables, d'aller récupérer les impôts qu'il a payés, qu'il a versés, entre guillemets, à tort, sur les 6 dernières années. Et la petite surprise, c'est que les impôts, quand ils remboursent en Israël, ils rajoutent 4% d'intérêt et ils indexent. Donc souvent, les intérêts vont presque faire doubler le montant du capital initial, peut-être pas doubler, mais en tout cas bien 50-60% de rajout en plus. Voilà. Désolé. Alors, c'est bien que tu en parles de ça parce que moi, lorsque des personnes viennent me voir et se disent, tiens, j'ai perçu des loyers
je peux pas vendre le bien, j'ai un souci, qu'est-ce que je fais? Je lui dis, bah, il y a deux choses. Soit on va voir l'administration fiscale, mais vous n'avez rien payé en Israël, et là, ça va être plutôt catastrophique, parce que vous allez vous retrouver avec vos taux d'imposition français. Soit on va demander, et Nathaniel, il y a un dossier qu'on a en commun où ma cliente a demandé de revenir en arrière à ma demande, et donc, où vous avez refait les déclarations, et nous, on vient de les utiliser la semaine dernière vis-à-vis du fisc français pour dire on régularise une situation, mais nous avons déclaré en Israël, même avec retard, c'est pas gênant, et payé, et donc nous n'avons pas d'imposition en France, et mon bien est régularisé au regard des loyers. Donc, très important, quand vous êtes résident fiscal français, d'abord, aujourd'hui, on ne s'amuse plus à ne pas déclarer des biens, des loyers de source israélienne. Il faut, on ne l'a pas précisé, mais c'est important. J'ai alors, j'ai un certain nombre, j'ai beaucoup de clients qui sont entre la France et Israël. Et j'ai quasiment tous les 2 mois une demande d'information entre la France et Israël. Donc, la France interroge Israël et Israël répond quasiment, alors même depuis le mois d'octobre, ils répondent dans un délai d'1 mois et demi à 2 mois. Copie de compte bancaire, information immobilière, ils répondent sans aucun problème. Et ça m'étonne toujours, mais c'est souvent dans les plus petits dossiers que l'inspecteur automatiquement décide de poser les questions et d'aller à la source. Donc, si vous avez des revenus, il faut bien que vous compreniez, on vous dit quoi, nous trois? On vous explique que si c'est loué en meublé, en réalité, vous allez ni voir d'imposition en Israël, on va dire, très légère, et en France, pour le coup, c'est une obligation déclarative. Donc, et pourquoi cette obligation déclarative, faut la remplir? Parce que ça permet d'officialiser un bien. Et si vous n'êtes pas à l'impôt sur la fortune immobilière, c'est par cette méthode que vous allez optimiser et déclarer le bien. Alors, ça va nous permettre là maintenant de passer au sens large, l'impôt sur la fortune ou l'impôt sur le patrimoine. Mais c'est très extrêmement important. Les personnes viennent me voir et me disent, voilà, j'ai un bien en Israël, mais je ne l'ai pas déclaré en France. Je leur dis, mais est-ce qu'il est loué? Ils disent oui ou non. S'il n'est pas loué, ok, s'il est loué, on vient d'en parler. Euh, et après, ils me disent, mais comment on le déclare? Je dis, mais la seule obligation concernant les biens immobiliers, c'est dans le cadre de l'impôt sur la fortune immobilière. Donc, quand vous n'avez pas déclaré des loyers, il peut aussi avoir le sujet. Souvenez-vous, au début, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, un résident fiscal français est imposé sur ses revenus et son patrimoine mondial. Donc, ce qu'il va falloir regarder, c'est quelle est la valeur de votre patrimoine immobilier français. J'ai un bien, deux biens, trois biens, j'ai une résidence principale, j'ai un jeu d'abattement, des dettes. Alors, c'est pas aussi simple que ça hein, de faire un IFI. Et puis dessus, faut rajouter Israël, avec un sujet quand même, hein, parce qu'on le fait sérieusement ou on ne le fait pas, c'est que nous évaluons les biens en shekels et on va faire un effet de change au 1er janvier de l'année pour l'impôt sur la fortune. D'ailleurs, je profite pour vous dire que pour les loyers, il y a une petite subtilité. Je ne sais pas si vous êtes au courant, vous, mais nous, quand on reçoit les informations sur les loyers, on ne prend pas le taux de change au 1er janvier, on prend la moyenne du taux de change sur l'année. Donc, on prend la moyenne des 12 mois. Euh, donc, on revient à l'impôt sur la fortune et donc la déclaration des biens. J'ai un bien immobilier en Israël, je n'ai pas obligatoirement l'obligation de le déclarer si je ne suis pas à l'IFI. La seule obligation, c'est de l'avoir à l'IFI. Si il n'est pas loué, il n'est pas à l'IFI, va se poser juste la question de l'origine des fonds qui vous ont permis de l'acheter. Parce que pourquoi on parle de ça? Parce qu'aujourd'hui, si vous vendez un bien, que vous êtes résident fiscal français ou résident fiscal israélien, mais anciennement français, toute banque, et je vous laisserai parler après, va vous poser la question
de l'origine et de justifier que ce bien était connu du fisc français. Alors, même si j'adore mes clients israéliens, aucun fiscaliste en France ne fera une attestation si on n'a pas la preuve absolue qu'il est déclaré. Donc, on devra faire une régularisation, même si dans certains cas, ça coûte zéro. Mais au moins informer l'administration fiscale. Donc voilà, l'impôt sur la fortune en France, c'est 1 300 000 euros net. Ça veut dire après dette, après certains abattements. Donc, je suis résident fiscal français, je prends mes biens français, mes biens israéliens. Je suis résident fiscal israélien. Ben, je déclare un IFI en France, comme n'importe quel résident fiscal étranger, qu'il soit italien, espagnol, américain, au regard du patrimoine que je détiens en France. Donc, si je considère que j'ai transféré mon patrimoine, qu'en 2023, j'étais résident fiscal français, en 2024, je suis résident fiscal israélien, c'est la différence. C'est quand je suis résident fiscal israélien, mon IFI, par définition, ne concerne que les biens israéliens et mes biens français et mes biens israéliens, je n'en tiens pas compte puisque je ne déclare que mon patrimoine français. Par contre, subtilité, si vous aviez une ancienne résidence principale avec un abattement de 30%, il va sauter. Et donc, ça va classiquement augmenter à ce niveau-là votre impôt sur la fortune. Voilà, vue de France. Alors, je vous redonne, parce que vous parliez tout à l'heure de l'impôt sur le patrimoine, je vous redonne la parole sur ce point-là. Alors, je voulais juste apporter une dernière précision parce que sur la partie du forfait réel VS 10%, c'est que quand on va utiliser le forfait à 10%, comme on vous l'a expliqué juste avant, on a la possibilité de déduire aucune dépense, notamment les intérêts, les crédits bancaires, etc. Quand on utilise le forfait réel, on a la possibilité de la déduire. La petite subtilité, c'est que quand vous allez revendre le bien, si vous revendez un bien dans lequel vous aviez un crédit bancaire et que le bien a été loué, c'est maintenant beaucoup plus regardé par les impôts. En fait, les impôts, ils viennent avec une explication et un angle d'attaque qui est extrêmement agressif, mais qui est appliqué par les impôts. Ils disent quoi? Ils disent, en fait, tu avais la possibilité de déduire tes intérêts euh, pour chaque année d'exploitation vis-à-vis des loyers qui ont été perçus. Et donc, je ne reconnais pas les intérêts bancaires qui ont été payés durant toutes ces années en déduction de la plus-value. Ce qui veut dire que la plus-value que vous allez, le système de calcul de la plus-value par les impôts israéliens, ils ne vont prendre en compte que la différence entre le prix de vente et le prix d'achat reconstitué, évidemment, et ils ne vont plus tenir compte des intérêts bancaires qui ont été payés durant les années, parce qu'ils se cachent derrière le principe de dire, vous auriez pu les utiliser dans le cadre du forfait réel, vous ne les avez pas utilisés, c'est votre choix, vous avez décidé de payer le forfait à 10%, ça veut dire que vous avez déjà fait vos calculs et vous vous êtes aperçu que c'était quand même plus rentable pour vous de payer le 10%. Alors, la plupart des gens, ils font pas le calcul, juste ils ont payé, ils connaissent pas. Ça, c'est la première nuance. Deuxième nuance, quand vous utilisez le forfait à 10%, eh bien, lors d'une éventuelle revente, on va quand même utiliser, les impôts vont quand même calculer le montant de la dépréciation de l'immeuble que vous auriez pu utiliser, même si vous ne l'avez pas utilisé, et ils vont venir en fait réduire votre prix d'achat avec le montant de la dépréciation que vous auriez pu utiliser. Donc, vraiment, utiliser le forfait à 10% aujourd'hui, c'est quasiment interdit, parce que d'abord, vous payez des impôts, entre guillemets, pour rien, et puis à la revente, vous perdez la dépréciation de l'immeuble alors que vous ne l'avez pas utilisé, et vous ne pouvez pas utiliser les intérêts bancaires comme une charge déductible, alors que grâce au forfait réel, bien souvent, ces intérêts vont nous amener dans une position de déficit reportable. Le déficit reportable se reporte sans limite d'année. Voilà. Parenthèse terminée sur le 10% reste réel, mais vraiment, le 10%, c'est interdit. Et je vous rappelle, on peut revenir 6 ans en arrière, on peut changer d'une année à l'autre, on peut changer même dans la même année d'un bien à l'autre. Un bien, on peut le mettre à 10%, l'autre bien, on peut le faire au réel. On peut vraiment faire tout ce que l'on a envie. Ensuite, vis-à-vis du patrimoine, alors en Israël, il n'y a pas d'IFI, il n'y a pas d'impôt sur la fortune. Par contre, je me suis noté quand même quelques petits points à voir. Tout d'abord, il y a une obligation de déclaration en Israël si l'ensemble de vos actifs mondiaux dépasse 1,8 million de shekels. Quand je parle d'actifs mondiaux, je ne parle pas forcément d'immobilier. Vous avez un compte bancaire dans lequel il y a 2 millions de shekels, eh bien, ça veut dire qu'à l'intérieur, vous êtes obligé de déclarer, vous êtes obligé de rendre une déclaration fiscale et de cocher une case comme quoi vos actifs à l'étranger dépassent 1,8 million. Je précise évidemment que cette déclaration n'est obligatoire sur les revenus, enfin, sur le patrimoine étranger que après les dividendes d'Alia. Tant que vous êtes dans vos dividendes, le patrimoine étranger ne rentre pas en compte. Deuxième élément, il y a peut-être, on en parle en tout cas, les impôts en Israël, la guerre coûte très cher.
Donc, ils sont en train d'essayer de trouver des sources de financement et on va peut-être revoir, je dis revoir parce que jusqu'en 1980 ça existait, on va peut-être revoir l'impôt sur la succession en Israël. Donc, faites bien attention. L'impôt sur la succession risque de revenir et d'être réappliqué. Il n'y a aucune application d'une loi, pardon, rétroactivement. Donc, si la loi est votée, ce ne sera que vers le futur. Donc, faites bien attention à vous organiser. Je rappelle que la donation en Israël sur l'immobilier entre proches est autorisée. On paye juste une petite taxe d'acquisition, mais il n'y a pas d'impôt sur une donation en Israël. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre également d'obligatoire? On a, si votre volume d'échange sur un portefeuille financier, si votre volume est supérieur à 2,5 millions de shekels dans l'année. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si dans l'année, vous avez échangé plus que 2,5 millions de shekels sur un portefeuille d'actions, vous êtes obligé de rendre une déclaration fiscale annuelle. Je ne parle pas ici du bénéfice, je parle ici du volume d'échange. Si vous avez 100 000 $ actions Apple, que vous les avez échangées 10 fois dans l'année, achat-revente, achat-revente, achat-revente 10 fois, eh bien, vous avez dépassé le 2,5 millions de volume de transactions dans l'année, 2,5 millions de shekels. Ensuite, on a, ça vient de plus en plus, on a une problématique avec les crypto-monnaies également. Israël considère les crypto-monnaies comme un actif financier et non pas comme une monnaie. Donc, faites bien attention quand vous faites un swap. Un swap, ça veut dire quand vous allez changer une crypto-monnaie pour une autre crypto-monnaie. Vous avez de l'Ethereum, vous le vendez contre du Bitcoin ou inversement, peu importe. À chaque échange, à chaque opération d'échange que vous allez faire, eh bien, pour Israël, c'est considéré comme une vente et un rachat derrière. Donc, faites bien attention. Les crypto-monnaies sont considérées comme des portefeuilles d'actions et la position israélienne n'est pas claire sur les crypto-monnaies détenues par un Oleh Hadash. C'est pas évident qu'une crypto-monnaie soit considérée comme un titre étranger et par conséquent, même pendant les 10 ans, Israël se réserve le droit de taxer les éventuelles plus-values en crypto-monnaie. Je répète que l'imposition est la même que pour un produit financier, c'est 25%. Ensuite, on a deux éléments à voir ensemble également. C'est la déclaration de patrimoine préventive. À la fin de vos 10 ans, on vous le répétera jamais assez, mais on recommande de faire une déclaration de patrimoine préventive visée par un expert comptable qui va en fait lister l'ensemble de votre patrimoine mondial, demander les preuves et justifier chaque ligne qui est notée dans la déclaration de patrimoine. Ça permet d'éviter les contrôles vis-à-vis des autorités fiscales israéliennes. On a de plus en plus de dossiers qui terminent leurs 10 ans et de plus en plus de fois, les impôts en Israël viennent, nous demandent des informations 2 ans, 3 ans après que la personne ait fini sa période de 10 ans d'exonération. Et là, bien souvent, c'est difficile de reconstituer le portefeuille de valeur ou la valeur patrimoniale en date de la fin des 10 ans. On le fait a posteriori, c'est pas toujours très précis, c'est pas toujours très rapide. Et surtout, la position de présentation vis-à-vis des autorités fiscales israéliennes, c'est que quand on vient prêt avec une déclaration de patrimoine préventif qui a été faite, qui est signée par le client, qui est signée par un expert comptable, alors on ne la transmet pas d'office aux impôts, on ne la transmet que si jamais les impôts viennent poser des questions sur du patrimoine qui a été acquis avant les 10 ans ou pendant les 10 ans. Mais la perception des impôts, c'est que quand on vient et qu'on est déjà prêt avec une déclaration de patrimoine préventive, eh bien leur système le regard sur le dossier change du tout au tout. Et dernière chose, on le répète également très souvent, mais n'oubliez pas qu'il y a une possibilité en Israël de décaler la prise d'effet des 10 ans. Pour les personnes qui ont fait leur alia, je prends un exemple en 2012-2013, qui ont pris la Teudat Olé en 2012-2013, mais qui sont venus s'installer réellement en Israël plus tard, on a la possibilité de venir décaler la prise d'effet des 10 ans et donc de reporter la fin de période d'exonération des 10 ans. Voilà, ça c'était sur la partie des petits points que je m'étais noté en Israël. Il n'y a pas d'ITI, mais il y a quand même d'autres contraintes et d'autres obligations qu'il faut savoir et qu'il faut respecter. Ces obligations interviennent à la fin des 10 ans. Donc très important d'abord de déterminer quelle est la date de la fin des 10 ans. À la fin des 10 ans, on préconise, faites une déclaration de patrimoine préventif. J'espère que vous n'en aurez jamais besoin, mais si vous en avez besoin, il faut toujours l'avoir. Prenez bien en compte qu'après la fin des 10 ans, eh bien, vous êtes un contribuable classique. Un Israélien, il paye des impôts sur ses revenus mondiaux. Donc, vous devez déclarer l'ensemble de vos revenus, les assurances vie que vous détenez à l'étranger, les valeurs mobilières, les plus-values, les revenus fonciers, etc. Et enfin, on termine sur un dernier point, c'est si vous avez une SCI à l'IR en France, eh bien, il faut savoir que vis-à-vis de la France, c'est considéré comme des revenus immobiliers perçus par la personne physique. Mais en Israël, on a un énorme problème, c'est que votre SCI est une société. Israël considère la SCI comme étant une société, une personne morale indépendante.
Et Israël ne reconnaît pas l'application de la transparence fiscale. Israël ne reconnaît pas l'application de l'IR. Et donc, dans certains cas, Israël va demander à percevoir un impôt sur le dividende sur toutes les distributions qui sont effectuées par la SCI, tous les loyers en fait que vous allez recevoir de la SCI qui sont déjà taxés en France par le système de l'impôt à l'IR. Eh bien, en Israël, vous allez devoir verser un dividende complémentaire. Faites bien attention, il y a des solutions pour parer à ça à la fin des 10 ans. Mais en tout cas, si vous ne le faites pas et que vous êtes après la fin de vos 10 ans et vous avez encore des SCI en France où dedans il y a des revenus immobiliers qui sont imposés à l'IR, c'est un accident fiscal. Et pour l'instant, les autorités fiscales israéliennes ne veulent pas appliquer la transparence qui est donnée en France et ne veulent pas reconnaître la transparence et la transposer en Israël. Voilà. Bon, alors, une fois qu'on a dit tout ça, on se dit surtout qu'on a besoin d'un conseil, hein, parce que non, là, ça peut faire peur quand même. Donc, alors, il se trouve qu'il me reste 5 minutes, mais j'en ai bien pour 5 minutes à parler des autres sujets, parce que du coup, tu as fait transversal et tu as parlé de l'impôt sur la fortune et du sujet de la succession. Je vais juste faire un petit aparté sur les plus-values immobilières. Les plus-values immobilières, qu'on soit résident fiscal français ou israélien, sont calculées de la même manière en France. Ça veut dire qu'on a une exonération à l'impôt sur le revenu au bout de 22 ans et 30 ans au niveau des contributions sociales. Concernant la résidence principale, c'est un sujet important lorsqu'on est en train de faire son alia. À partir du moment où vous posez le pied en Israël, je suis résident fiscal israélien, vous ne pouvez plus bénéficier de cet abattement résidence principale, cette exonération. Donc, très simplement, si vous souhaitez vendre votre résidence principale, ce qui n'est pas donné parce que vu la crise immobilière en France, il faut le faire avant de partir, sauf bien évidemment si vous détenez vos biens depuis plus de 30 ans. Voilà. Donc, je récapitule, on a parlé du revenu foncier, j'ai vu un certain nombre de questions qui sont des questions techniques. Alors, il y a une option, on peut changer. Attention, si on a un déficit foncier en France, on peut l'utiliser vis-à-vis des éventuels revenus israéliens. L'inverse n'est pas vrai. On ne peut pas imputer un déficit foncier israélien en France. Il y a aujourd'hui un sujet à ce niveau-là. Donc, on a parlé des loyers, on a parlé de l'impôt sur la fortune, de la plus-value. Rapidement, il nous reste dernier point, les droits de succession. Alors, comme il a été dit, c'est simple en Israël. Alors, c'est un peu la tarte à la crème, mais ça pourrait évoluer. Il n'y a pas de droit de succession. Et donc, un peu comme en matière de loi, je vois très classiquement des clients venir ou m'appeler et me dire, vous me confirmez bien que je n'ai pas de droit de succession à payer? Et je leur dis, ben non, je vous le confirme pas parce que pour que ça fonctionne, on a un cas extrêmement restreint, du moins vu de mon côté. Il faut qu'on ait alors c'est aussi bien en donation qu'en succession, hein. Entre la personne décédée et les ayants droit, il faut que tout le monde soit résident fiscal israélien, il faut que le bien soit situé en Israël. Ouais. Si vous sortez de ce mécanisme-là, vous aurez une imposition en France. D'abord, pourquoi? Parce que les droits de succession ne sont pas régis par une convention fiscale. Je vous indique que la France signe relativement peu de conventions fiscales en matière de succession. Elle doit en avoir signé une trentaine, principalement avec des pays d'Europe ou d'anciennes colonies. Donc, vous avez la Tunisie, le Maroc, le Mali. Voilà, mais 30 pays, ça fait pas beaucoup. Et pourquoi elle veut pas en signer? Parce qu'elle veut garder le droit d'imposer les successions. Et vu qu'on est recordman du monde et de l'OCDE, elle a tout intérêt à le faire. Donc, à partir du moment où l'ayant droit, c'est-à-dire celui qui reçoit la succession, ou celui qui décède est résident fiscal français,
il y aura une succession en France. Succession en France, même pour des résidents fiscaux israéliens. Alors, nous, classiquement, on a quasiment un dossier qui arrive tous les mois et demi de personnes qui ont fait leur aléa ou des fois, j'ai même plus de résidents fiscaux français, mais j'ai des biens en France. Et donc, on a ce souci-là. On a le souci aussi sur des personnes qui ont un patrimoine en Israël et on a une succession et des héritiers en France. Donc, attention très large et une imposition qui monte très vite. Je voudrais aussi préciser une chose parce que euh, à force de parler d'ALIA, les personnes confondent beaucoup de choses. C'est-à-dire que vous avez un compte bancaire en France, vous avez 50 000, 100 000, 200 000 euros. S'il est rémunéré et que vous êtes résident fiscal israélien, vous n'aurez pas d'imposition en France. Le problème, c'est que maintenant que l'impôt sur la fortune a disparu, nous, on ne voit que les biens immobiliers de nos clients. Donc, j'ai une de mes clientes dont l'époux est décédé l'an dernier, et puis, en demandant des documents, elle m'a dit, oui, on ne voulait pas vous dire, ça rassurait mon mari de garder sur un compte bancaire 500 000 euros en France. Je lui dis, c'est super, votre impôt sur revenu, de l'ALIA, vous n'avez rien à payer, mais moi, je suis en droit de succession, je vais vous imposer ces 500 000 euros. Donc, il faut bien comprendre une chose, tout ce que vous laissez en France, même si vous vivez en Israël et vos enfants vivent en Israël, peut donner lieu à une imposition. Donc, ça se réfléchit, ça se prépare. Alors, je ne dis pas non plus de laisser zéro, hein, je dis lorsqu'ils ont de l'argent, je leur dis, laissez-moi en fonction de leur patrimoine immobilier, parce que de toute façon, il y a toujours des retraites qui arrivent, laissez-moi 50 000, 60 000, 70 000 en fonction de leur patrimoine, des sommes plus ou moins importantes, mais vous passerez à la caisse à un moment ou à un autre. Donc, voilà moi ce que je voulais vous prêter aujourd'hui, un regard croisé sur l'immobilier, parce que l'immobilier, alors les comptes bancaires, on sait tous qu'aujourd'hui, la messe est dite, comme l'expression l'exprime, c'est-à-dire qu'on ne peut plus rien cacher. L'immobilier, il y a encore un certain nombre de personnes qui sont cachées, mais en réalité, si vous avez des loyers, s'il y a une succession, et c'est souvent la discussion que j'ai avec mes clients, la question c'est de savoir est-ce que la patate chaude, vous allez passer à vos enfants. Alors pour gérer des successions avec des enfants qui récupèrent ça, c'est pas la meilleure ambiance entre les enfants, surtout quand on a des enfants qui vivent en Israël pour partie et d'autres en France. Donc, il faut toujours se préoccuper de ça et poser des questions aussi bien en Israël qu'en France. Ce sujet-là est principalement israélien, mais n'oubliez pas, et vous avez bien vu, il y a des sujets qui ne concernent que des conseils français et d'autres qui concernent que les conseils israéliens. Même si l'ALIA, c'est plutôt vu du côté français, quand on a des revenus immobiliers israéliens, on ne le fait pas à la va-vite sur un bout de carton et en donnant des éléments qui en réalité vont vous revenir très rapidement parce que à l'international, on a des durées de prescription qui sont en réalité de 10 ans en France. Donc, le sujet est même plus de savoir si un jour on va vous attraper. 10 ans, c'est tellement long, de toute façon, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et il faut jamais prendre ce risque parce qu'on vous a démontré qu'on peut optimiser les loyers, la plus, ça peut se travailler, l'impôt sur la fortune, ça se travaille aussi au regard des coûts d'acquisition des biens. Et sur les successions, des successions, quand on est français ou quand on a des biens français, ça se prépare. Moi, j'ai des personnes qui ont des biens immobiliers en France et qui, dès 50 ans et depuis 15 ans, on a optimisé pour qu'ils n'aient pas une barrière et que leurs enfants ne se retrouvent pas à un moment à devoir payer immédiatement ou quasi immédiatement des sommes hyper importantes.